Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, le processus MAP, il a fait l'objet de présentation ce matin à Lomé. De quoi s'agit-il précisément? On sait tout simplement qu'il a conduit à la finance inclusive, connue sous le nom aujourd'hui de FNFI. Les explications dans ce journal tout à l'heure. À suivre aussi dans cette édition, le point sur les transferts monétaires. Quels impacts réels sur les bénéficiaires? Nous posons la question. Le point dans cette édition, Aimé Berlon, dans un instant. Enfin, ce constat sur nos routes en chantier, le serait-elle jusqu'à quand? Les usagers se posent la question. Le ministre Nyofam aussi, possible avant novembre. En tout cas, on se pose la question. Le ministre a fait une descente sur les chantiers ce jeudi pour en avoir le cœur net. Le compte rendu dans un instant. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. En langage diplomatique, cela s'appelle faire ses adieux. Talafa l'a fait ce matin au chef de l'État. L'ambassadeur du Sénégal dans notre pays est en fin de mission. Il a donc profité de sa rencontre avec le président Faure Gnassingbé pour faire le bilan de son séjour au Togo. Il le dit au micro de Patrice Bocon. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Gnassingbé, m'a fait l'insigne privilège de m'accorder une audience au cours de laquelle je lui ai fait à la fin de ma mission, je lui ai fait le bilan de l'action diplomatique que nous avons modestement menée dans la consolidation des excellentes relations qui unissent le Sénégal et le Togo. Ce sont des relations qui s'adossent à la personnalité de deux hommes d'État que tout unit, le président Macky Sall et le président Faure, qui sont des hommes de conviction, des hommes d'action, qui sont porteurs chacun pour son pays et pour la sous-région ouest-africaine d'une vision, une vision tournée vers le futur. Et nous avons échangé sur ces questions-là. Et surtout, vous savez que le président Faure est en Afrique de l'Ouest un homme d'État qui bénéficie d'une aura, mais aussi qui bénéficie d'une certaine expérience, ou je dirais même d'une expérience certaine. Et j'ai eu là aussi le privilège de profiter de cette expérience-là par ses avis, ses points de vue, qui, comme vous le savez, ce sont toujours des points de vue toujours empreints de sagesse, mais aussi empreints de pragmatisme. En tant qu'observateur indépendant, neutre, j'ai pu me rendre compte du chemin qui a été parcouru. Je m'en suis rendu compte du point de vue des infrastructures qu'il y a, mais aussi et surtout je m'en suis rendu compte du point de vue de cette synthèse culturelle qui est en train de s'affirmer au niveau de ce pays-là. Et c'est la synthèse culturelle qui permet au peuple de créer un environnement d'intégration, un environnement de paix interne, autant d'éléments qui sont le soubassement indispensable. Je dis bien, la paix sociale, l'intégration, la synthèse culturelle sont les soubassements indispensables de toute construction économique qui se veut durable. Et c'est exactement cela que j'ai vu. Lui aussi est en fin de mission au Togo. Il est allé lui aussi faire ses adieux au chef de l'État. Hervé Assa a succédé donc au diplomate sénégalais ce matin dans le bureau du président Faure Gnassingbé. Le représentant résident de la Banque mondiale a passé en revue les activités de son institution avec le chef de l'État. Il a longuement dit au micro toujours de Patrice Bocon. Je suis au terme de ma mission au Togo et je viens d'être reçu par le chef de l'État pour lui faire mes adieux, n'est-ce pas, et obtenir de lui la permission de quitter votre territoire et faire le bilan également de l'action du groupe de la Banque mondiale au Togo pendant ces 5 dernières années, pendant lesquelles j'ai eu le privilège donc, de travailler avec le gouvernement togolais, le secteur privé togolais, pour pouvoir aider à mettre en place les programmes du groupe de la Banque mondiale au Togo. Et c'est vraiment, je vous dirais, le cœur serré que je quitte ce pays dont le peuple a été déterminé, travaille intensément pour pouvoir se développer. Et ça a été un privilège pour moi donc, de travailler pour cette institution, le groupe de la Banque mondiale, à vos côtés. Et le bilan, comme je l'ai fait il y a quelques semaines déjà, lors de mes adieux officiels, est très probant. Nous avons pu, dans le domaine des infrastructures, appuyer le gouvernement dans la mise en place du terminal à conteneurs, par exemple, avec un financement de l'ordre de 500 millions de dollars conjugué de notre filiale, la SFI. Nous avons pu, dans le domaine de l'agriculture, qui occupe plus de 75% de la population, soutenir
avec un investissement cumulé de 49 millions de dollars, le PNIASA, donc le Programme national pour l'investissement la sécurité alimentaire. Nous avons également soutenu les programmes gouvernementaux dans le domaine du développement communautaire avec 3 projets successifs pour le projet du développement communautaire qui ont créé des installations dans toutes les zones, toutes les régions de la République, avec des accents particuliers sur la cantine scolaire, sur le développement d'activités à haute intensité de manœuvre et des activités génératrices de revenus. Nous avons également promu le dialogue secteur public-privé et l'amélioration du climat des affaires au Togo, avec comme résultat plus récent une amélioration du classement du Togo dans le classement Doing Business. Le Togo donc est aujourd'hui parmi les 10 pays les plus grands réformateurs au monde et le 3e en l'espèce, et il a gagné 15 places dans ce domaine, donc ce qui est quand même un résultat probant. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin, mais le plus important pour moi, c'est de vous dire que lorsque nous regardons la physionomie du Togo aujourd'hui, il y a assurément une plateforme minimale d'infrastructure qui a été créée. Vous aurez d'ici quelque temps un nouvel aéroport. Vous avez ce terminal à conteneurs qui permettra des bateaux de très haute capacité, 16 mètres de profondeur, à venir dans le port profond de Lomé. Je connais très peu de pays en Afrique qui aient investi plus d'1 milliard de dollars dans leur port que le port de Lomé. Ce qui veut dire que la compétitivité du port va s'améliorer, que les marchandises à terme devraient être un peu moins chères et que le Togo devrait pouvoir assurer ce rôle de carrefour de services logistiques et de transport. Parallèlement à cela, je vous ai parlé tout à l'heure des actions sociales importantes au niveau de la finance inclusive, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Nous avons, nous, en tant que Banque mondiale, également soutenu, avec l'appui du Programme mondial pour l'éducation, dans un premier temps, 45 millions de dollars, dans un programme donc, pour créer des centres d'apprentissage pour les professeurs, pour distribuer près de 3 millions de livres aux étudiants et aux élèves togolais. Et récemment, pour la première fois, nous avons un projet d'excellence, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement mettre l'accent sur l'éducation de base, nous avons compris, comme le gouvernement l'a demandé, nous l'avons soutenu dans cet effort, qu'il est important parallèlement de développer la recherche scientifique dans nos pays, qu'elle soit proche de l'industrie pour pouvoir créer des emplois plus importants. Donc ceci pour vous dire qu'une action conjuguée d'infrastructures, développement des pôles de croissance du Togo, qui est un pays où la transition se fait très bien, un pays avec un fort potentiel agricole, un pays avec un fort potentiel minier, un pays avec des services logistiques et de transport. Cela, à mon sens, devrait vous positionner pour accélérer encore plus loin la croissance économique, au-delà des 5 à 7% que l'on voit ces jours-ci, pour équilibrer un peu la croissance démographique. Et donc, je pense que les atouts sont là. Je suis content de vous avoir vu travailler, je suis privilégié, content d'avoir travaillé avec vous au Togo, avec vous, les membres de gouvernement, avec le peuple togolais, et je vous suis infiniment reconnaissant pour l'hospitalité que vous avez eue, parce que ça a été un moment très important pour moi, tant au niveau personnel que professionnel, et ma famille également a apprécié son séjour au Togo, et je vous souhaite une bonne chance. Merci. Il est 20h09, on en vient à notre premier titre ce soir, la présentation du processus MAP. Cette note d'explication d'abord, eh bien il s'agit tout simplement de cette démarche depuis les études de référence jusqu'à l'élaboration de la stratégie d'inclusion financière. Le résultat, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le sigle FNFI. Ce matin, eh bien, le ministère du Développement à la base est revenu sur ce processus. Séance de présentation devant acteurs et partenaires. Les précisions clés, Arnaud Kidifou. De la finance inclusive à l'inclusion sociale et la résilience économique locale, c'est la vision des autorités togolaises résolument engagées à faire de l'inclusion financière le levier du développement. Making Access Possible MAP, une approche de l'inclusion financière, est la méthodologie que va adopter la direction de la promotion de la finance inclusive, DPFI, afin de pouvoir gérer les finances avec plus d'efficacité. Nous allons travailler avec toutes les institutions, qu'elles soient financières, non financières, pour pouvoir
élaborer une stratégie nationale d'inclusion financière, base de laquelle toutes les actions seront conduites au niveau du gouvernement pour une meilleure inclusion économique et sociale de nos populations. La maîtrise de l'approche Making Access Possible MAP permet aux institutions de microfinance de mieux faire face à la demande et de savoir également quel acteur pour quel type de services financiers. Les institutions de microfinance en ont besoin d'encadrement et en ont besoin des appuis spécifiques parce que c'est le métier qui l'exige. Vous voyez la nature de l'activité. Le groupe cible avec qui nous travaillons, ça veut dire de plus en plus en termes de gouvernance, en termes de professionnalisation, nous avons nécessairement besoin de travailler avec. Cette rencontre va situer les responsabilités des parties prenantes dans le processus MAP afin que la feuille de route et les modalités de mise en œuvre soient connues de tous. Les actes relatifs au MAP ont été conjointement signés par les deux ministères clés, que sont le ministère de l'économie et des finances et le ministère du développement à la base, ce qui dénote de la parfaite synergie développée par ces deux départements et ces deux départements qui ont compris la nécessité de travailler ensemble en étroite intelligence pour relever le défi de la finance inclusive dans notre pays. Cet atelier permettra de poser les bases d'une redynamisation des activités de promotion de la finance inclusive au Togo. L'objectif visé est de faire connaître aux intervenants les modalités de conduite du processus et de façon spécifique, il s'agira d'expliquer le nouveau paradigme d'inclusion financière et la réalité togolaise, de présenter les modalités de mise en œuvre du processus MAP, d'exposer la feuille de route de ce processus, améliorer le cadrage de la mise en œuvre et obtenir l'adhésion de toutes les parties concernées. Les principaux partenaires impliqués sont le PNUD, la BOAD, la BAD, la Banque mondiale. Pour les prochaines étapes, il s'agira de finaliser le schéma et les modalités de financement. Et voilà, et ce processus, le résultat, le FNFI donne lieu aujourd'hui, vous le savez, à une vaste opération de transfert d'argent. On l'a appelé transfert monétaire. Quels impacts réels sur les bénéficiaires? Nous posons la question dans un instant. D'abord, le mécanisme de mise en œuvre de ce projet, les explications à Kara de Nestor Mouzou à la faveur d'une session de formation sur place à Kara donc. Lancé en janvier dernier par le chef de l'État, le projet pilote transfert monétaire vise à prévenir et à réduire la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. Chaque enfant ou femme enceinte identifiée bénéficie d'une allocation mensuelle de 5 000 francs CFA. 7 mois après son démarrage, les acteurs impliqués dans son exécution renforcent leur capacité sur les mécanismes et les outils nécessaires à l'éducation et à la sensibilisation des populations cibles. Nous sommes en train de travailler actuellement avec ceux que nous appelons les responsables de zone. C'est des agents d'affaires sociales et qui doivent superviser tout ce qui se fait dans leur zone. Avant de superviser quelque chose, vous devez être en mesure de bien connaître la chose. Et c'est ce que nous faisons actuellement. La semaine prochaine, c'est les acteurs de terrain même, les ACPE et les agents communautaires de santé qui seront ici pour la protection. C'est pour que chacun connaisse mieux son rôle et l'assumer valablement. Le projet transfert monétaire est mis en œuvre dans les régions Kara et Savane pendant 30 mois. Il est financé conjointement par la Banque mondiale à hauteur de 2 milliards 275 millions et le gouvernement togolais avec 2 milliards 250 millions de francs CFA. Retour donc sur la question, les transferts monétaires, quels impacts réels sur les bénéficiaires, les femmes, les hommes, FNFI on va dire, les éclairages de Emi Abalo. En file indienne, chacune attend son tour. Ces femmes, issues de milieux défavorisés, se voient octroyer des subsides grâce au projet PDC+, par lequel elles bénéficient de transferts monétaires. 5 000 francs CFA pour gérer les charges auxquelles elles font face de façon mensuelle. Le projet est mis en œuvre à titre pilote et financé par le gouvernement togolais et la Banque mondiale dans les régions des Savanes et de la Kara
identifiées comme les plus pauvres du pays. Dans ces zones où le taux de malnutrition est extrêmement élevé, cette opération cible les femmes enceintes à partir de leur 3e mois de grossesse, les enfants de 0 à 24 mois et ceux qui sont malnutris dont l'âge est compris entre 25 et 59 mois. L'initiative a été lancée en janvier 2015 par le chef de l'État togolais. Elle fait le bonheur des familles vulnérables et exposées à la précarité. Pour payer les savons, c'était difficile. Écraser la farine aussi, c'était difficile. Et je n'achetais pas les petits poissons pour l'enfant maintenant. Quand maintenant vous nous donnez les 5 000 là, je fais tout maintenant. Quand nous prenons les 5 000, nous achetons des nourritures. Nous achetons des nourritures qui ont de la vitamine pour les enfants. Et quand l'enfant a un peu le corps chaud, on a dedans 50 francs, 100 francs pour acheter par an pour l'enfant. Et encore du savon. Au-delà du CFA, les communautés bénéficient aussi d'un paquet de services visant l'amélioration quotidienne de leur bien-être, d'abord à travers des causeries éducatives sur l'hygiène corporelle, la prévention des maladies infantiles, l'hygiène alimentaire, la CPN ou consultation prénatale. La femme est enceinte, nous l'encourageons à aller faire la CPN pour que les spécialistes puissent suivre sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Dans le cadre de ce projet, nous encourageons les femmes, les ménages à déclarer systématiquement tout enfant qui naît à l'état civil du lieu de résidence. Lorsqu'il est bien nourri et qu'il arrive à l'âge scolaire, il faut que les parents se disent que cet enfant, l'âge qu'il a aujourd'hui, il a sa place à l'école et non à la maison. Quand ils sont malnutris, il y en a qui sont déjà victimes de trafic. Il faut maintenant créer autour de ces enfants un environnement protecteur pour qu'ils puissent être protégés et rester dans leur communauté. Le suivi est ensuite assuré par les agents communautaires de protection de l'enfant et les agents de santé communautaire. La phase pilote du projet concerne 21 500 bénéficiaires. À l'heure où je vous parle, nous sommes à un chiffre de 14 016 foyers touchés. Donc d'ici 3 ans, nous espérons atteindre ce nombre de 21 500 dans l'ensemble des 2 régions du Togo. Au vu des résultats encourageants obtenus, illustrés au quotidien par les changements positifs qui s'opèrent dans les communautés bénéficiaires, le projet ambitionne à moyen et long terme d'atteindre les populations les plus pauvres des autres régions du pays. Pour qui nous devons nous mobiliser, oui, tous mobiliser pour les droits de nos mamans, de nos sœurs, de nos épouses. Appel lancé ce soir, vous allez l'entendre tout à l'heure, par la ministre de l'Action sociale. Appel à la veille de la 53e journée de la femme africaine. C'est demain, 31 juillet. L'autonomisation des femmes reste d'actualité. Clarisse Atikle. Divers programmes et stratégies sont mis en place au Togo pour favoriser l'autonomisation de la femme. Le 31 juillet de chaque année, les communautés d'Afrique célèbrent la journée de la femme africaine. Et pour la 53e fois consécutive, le Togo se joint à cet événement pour une fois encore mettre en exergue toute l'importance de la femme dans la société. Cette journée, instituée en l'honneur des femmes africaines, a pour objectif de lutter contre l'ignorance et l'injustice en vue de réhabiliter la femme dans ses droits. Cette journée a aussi pour but de rappeler que les femmes africaines ont été et seront toujours à l'avant-garde de la lutte pour l'émancipation et le développement. Avec 51,4% de représentativité de la population, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, elles sont moins représentées dans les instances de prise de décision. Le thème de la journée au Togo, autonomisation des femmes pour un développement inclusif, est donc un appel pour relever les défis. Il s'agit entre autres d'accélérer la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale de l'égalité et de l'équité de genre, de vulgariser les dispositions légales et réglementaires relatives à la promotion de la femme, de lutter contre les pesanteurs socio-culturels, d'encourager les femmes à développer la confiance en soi et l'esprit
de créativité, d'intensifier l'alphabétisation fonctionnelle des filles et des femmes. Ce thème indique à suffisance la volonté des plus hautes autorités de ce pays d'offrir aux femmes et aux jeunes filles les possibilités de réaliser leur potentiel au même titre que les hommes. Ce thème sera également au cœur des causeries, débats, conférences, émissions télévisées et radiodiffusées sur l'ensemble du territoire. L'apothéose de la Journée de la femme africaine, c'est ce vendredi à 14h30 au Palais des Congrès de Lomé. Ce constat à présent, allons sur nos routes à Lomé, celle en chantier. Le travail, il avance ou pas? Le ministre de la Femme a justement voulu faire le constat de visu lui-même ce matin. Chose vue sur place, Tchastim Nabaga. Donner un coup d'accélérateur aux travaux de réhabilitation, de renforcement et d'assainissement des routes à Lomé, voilà ce qui motive cette sortie du ministre des Infrastructures et des Transports, Nissa Union Femme. Sur l'avenue de la Victoire entre Todman et la lagune de Nyekonakwe, les travaux vont bon train. Le tronçon long de 2,6 km est dédoublé en 2 fois 3 voies avec des caniveaux. Un rond-point est en cours d'aménagement au niveau de la station Cap à Casablanca. Pour l'entreprise de construction Sogia Satom, les travaux sont réalisés à plus de 50%. Cependant, ils butent sur des installations des réseaux d'adduction d'eau, de téléphonie et d'électricité. En cas de travaux de réhabilitation sur des chaussées déjà existantes, il y a déjà des concessionnaires et des réseaux en place sur lesquels il faut adapter, remplacer quand c'est nécessaire. Tout ça se fait en collaboration avec les services de la TDE, les services de la CET et de Togo Télécom. Le fait que les réseaux soient parfois anciens font qu'ils ne sont pas repérés sur les plans. Donc à l'avancement des travaux, on découvre au fur et à mesure les réseaux. Et à chaque nouvelle découverte, il faut adapter la méthode et effectivement trouver une solution. Ce qui peut parfois prendre plus de temps que prévu quand les réseaux sont plus nombreux ou à des endroits qui gênent l'avancement du chantier. L'avenue Augustino de Souza, qui va de l'hôtel de la Paix au carrefour Mèche Amina, connaît aussi des travaux de réhabilitation. Longue de près de 3 km, l'accent est mis sur les ouvrages d'assainissement. Des canaux sont en construction pour régler la question des inondations récurrentes sur cette voie. Ici aussi, les travaux sont au ralenti par d'anciennes installations d'adduction d'eau qui ne figurent sur aucun plan directeur, ce qui oblige les entreprises à travailler à tâtons. Face à cette situation de cas de force majeure, le ministre Union Femmes a fait appel à son collègue en charge de l'hydraulique, le colonel Urokura Gadazé, pour trouver ensemble des solutions urgentes afin d'accélérer les travaux. C'est des points critiques et donc nous allons mobiliser une équipe technique pour lever le réseau d'adduction d'eau et le déplacer afin que les travaux qui sont réalisés puissent connaître plus de facilité puisqu'on a une pression de temps. Les travaux sur le boulevard de la Paix qui va du carrefour Mèche Amina à Togo 2000 sont aussi ralentis dans leur exécution. Le groupe SECO BTP en charge de l'aménagement de cette voie évoque en plus les installations des réseaux d'adduction d'eau, de téléphonie et d'électricité et celles des sociétés de gestion et d'exploitation de l'aéroport Nyassimbe-Yadema, les travaux liés à la construction d'une nouvelle aérogare. Nous sommes présentement dans les derniers mois de la période d'exécution, mais vous comprendrez très bien que les services concédés, surtout ce qui concerne la TDE, est un service qui ne maîtrise pas trop les passages de leur conduite. Donc il arrive des fois que nous ayons connu des casses, ce qui retarde très souvent les travaux. Mais aujourd'hui, avec la visite des ministres, des assurances ont été données que dès demain, des assistances techniques vont être déployées sur le terrain pour nous déblayer et vraiment la voie et nous permettre d'avancer aussi rapidement. Tous les chantiers visités sont ceux ouverts depuis 2014 par le gouvernement dans le contexte du projet d'amélioration de la circulation dans la ville de Lomé. Il s'agit d'un ensemble de 4 importants artères constituées de l'avenue de la Libération, de l'avenue Augustino de Souza, du boulevard de la Paix et du boulevard des Armées. Les travaux prévus pour durer 1 an doivent prendre fin pour certains en octobre et pour d'autres en décembre de cette année. Cependant, soucieux des difficultés qu'éprouvent les riverains et les usagers de ces voies à vaquer librement à leurs occupations, mais également face au rendez-vous du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime qui approche à grands pas, il est apparu nécessaire d'accélérer les travaux. Et le mois de novembre, notre pays va accueillir une grande conférence sur la sécurité maritime, la conférence de l'Union africaine sur la sécurité maritime.
Et ces voies essentiellement seront utilisées. Nous sommes sortis après avoir eu des réunions avec les entreprises au bureau. Et nous sommes sortis donc pour faire l'évaluation de l'état d'avancement de ces travaux-là et mettre encore un peu plus de pression. Bientôt, d'autres chantiers seront ouverts à Lomé et à l'intérieur du pays. Et à propos justement de cette conférence africaine sur la piraterie maritime dont faisait allusion tout à l'heure le ministre, sachez qu'il est prévu des aménagements spéciaux sur la plage aux alentours immédiats de l'hôtel Sarakawa. À cet effet, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières demande aux usagers de cet espace, maraîchers, horticulteurs, etc., de démolir leurs installations et dégager l'espace au plus tard le 9 août 2015. Passé ce délai, les autorités compétentes prendront les responsabilité pour le dégagement de l'espace. C'était un communiqué du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Ce sont des accidents malheureux encore dans la mémoire collective. Le drame à Ouassem, l'accident à la SNPT ici et là. On a déploré des pertes en vie humaines. Plus jamais, semble dire désormais l'Agence nationale de la gestion de l'environnement. Appel de détresse à l'endroit des opérateurs économiques aux responsables d'unités industrielles. Ce matin, Victorine Aïssa et Claudine Clarisse Aticlé. L'activité industrielle comporte d'énormes risques, tant pour le personnel que pour les populations environnantes. C'est parfois des accidents ou des incendies qui occasionnent toutes sortes de pertes. Pour minimiser ces risques technologiques, l'Agence nationale de gestion de l'environnement préconise l'utilisation d'outils conceptuels de réduction des risques technologiques tout en prenant en compte l'évaluation environnementale. Il s'agit des outils que nous appelons les évaluations environnementales, qui est un terme générique qui désigne l'étude d'impact, l'audit environnemental et les évaluations stratégiques. Nous allons voir avec les promoteurs la démarche volontaire de responsabilité sociale de l'entreprise qui leur permet de prendre eux-mêmes l'initiative d'intégrer dans leur activité la prise en compte de la gestion de l'environnement, la prise en compte de la gestion idoine des ouvriers et la prise en compte du rendement. Les opérateurs économiques et les responsables d'unités industrielles sont donc sensibilisés sur cette question notifiée dans la loi numéro 2008-005 portant loi cadre sur l'environnement. Et l'État veille à son respect pour la sécurité des entreprises et des populations. L'information environnementale et particulièrement les études d'impact et audits environnementaux dont l'ANGE coordonne le processus sont des instruments importants dans la prévention et la gestion des risques technologiques. Ces deux outils prescrivent des plans de gestion des risques aux promoteurs et aux sociétés industrielles qui doivent s'y soumettre. Le respect scrupuleux des mesures contenues dans ces plans de gestion devrait permettre de prévenir ou de gérer les risques technologiques. C'est donc pour vous qui opérez dans le secteur à risque une obligation découlant des lois et règlements de vous soumettre aux évaluations environnementales et de respecter les prescriptions qui en découlent. La mise en œuvre de l'évaluation environnementale sous forme d'études d'impact sur l'environnement permet sa sauvegarde. Elle met à la disposition de l'investisseur et des acteurs des données et modèles scientifiques permettant de minimiser l'impact négatif de la technologie sur l'environnement et la vie humaine. Les sports à présent, et Claude Amand nous rejoint à l'instant. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir Gerson. On va parler d'abord de ce tournoi de football des minimes qui a démarré hier sur le terrain d'Agaza, dénommé Tournoi des centres de développement des enfants. Et bien, il regroupe les jeunes issus des différentes églises de la capitale. En match d'ouverture, les héritiers de l'église Christ elle-même de Blincomé ont disposé des bons bergers de l'église Baptiste Nikonakwe, 2-1, Jean Kofi et Dédi. Les héritiers du centre de développement des enfants de Blincomé se sont laissés devancer en encaissant un but matinal dès la 3e minute de jeu sous la pression des bons bergers de Nikonakwe. But de Georges Kwavedi. Plus grand détail, les rouges de Blincomé procèdent par des balles aériennes et finissent par égaliser à la 16e minute grâce à Adjaho Dodi. En deuxième mi-temps, le jeu devient plus équilibré.
Mais Adjaro Dodi profite d'un coup franc pour signer son doublé, permettant ainsi aux héritiers de l'emporter 2-1. J'ai marqué 2 buts parce que notre coach nous a appris comment on va marquer le but. On est content quand on a gagné. Je suis un peu déçu parce qu'on nous a gagné. Mais je confie tout à Dieu, je suis sûr que les 2 matchs restants, nous allons gagner dans le nom de Jésus. Franchement, nous allons améliorer notre gardien et la défense aussi. Et que les attaquants puissent bien jouer et marquer les buts. Organisé en partenariat avec Compassion Internationale Lomé-Ouest, ce tournoi s'inscrit dans un cadre bien défini. D'abord, c'est que les enfants se connaissent entre eux, les différences entre l'interaction et la joie d'être, la synergie d'être ensemble. Donc l'autre objectif, c'est détecter les talents. 16 équipes issues de différentes églises prennent part à cette compétition dont l'apothéose est prévue pour le 28 août prochain. Et voilà, on a vu donc le doublé tout à l'heure de Dodi Adjaro. On va parler maintenant de transfert à quelques jours du démarrage de la nouvelle saison en Europe. Effectivement, Gerson, le marché des transferts bat son plein en moins de 2 semaines de la nouvelle saison qui s'ouvre en Europe le 7 août et les différents états-majors des clubs mettent les bouchées doubles. Longtemps blessé en Angleterre, Diaby n'a disputé que 16 rencontres de championnat lors des 4 dernières saisons. Alors forcément, ce retour en France pose question. Et l'avenir pourrait être radieux pour l'OM et Diaby s'il venait à retrouver pleine possession de ses moyens. L'ex-Gunner y croit et considère un peu son arrivée à Marseille comme le début d'une nouvelle carrière. Marseille, forcément l'endroit idéal pour retrouver le plaisir du jeu, d'autant que les attentes des supporters de l'OM ne semblent pas effrayer Diaby. À court de forme, Diaby va suivre une préparation personnalisée pour peut-être dans quelques semaines être le pari gagnant de l'OM. Quel club va rejoindre Yoann Gourcuff? Après l'avoir envoyé à Bordeaux il y a quelques semaines, la rumeur l'annonce aujourd'hui du côté de Montpellier. Champion de France 2009 avec les Girondins, l'international français avait été recruté par l'Olympique lyonnais en 2010 pour 22 millions d'euros hors bonus. 5 saisons ratées plus tard, Gourcuff est libre. À 29 ans, il cherche la relance. Montpellier, 7e du dernier championnat, et son entraîneur Roland Courbis accueilleront-ils le natif de Pleumeur? Affaire à suivre. Il pourrait faire son grand retour en Première Ligue. Dimitar Berbatov est sur les tablettes d'Aston Villa. Selon la presse britannique, Tim Sherwood, l'entraîneur des Villains, apprécie le profil de l'attaquant bulgare. Âgé de 34 ans, Berbatov est libre de tout contrat après 2 saisons et 13 buts inscrits en championnat à Monaco. Si Berbatov rejoignait Aston Villa, il s'agirait de son 4e club en Première Ligue après Tottenham, Manchester United et Fulham. Aston Villa devrait poursuivre son marché en Ligue 1 puisqu'après Ayou et Amavi, c'est un autre Jordan qui pourrait rejoindre Birmingham. Le Nantais Jordan Verretou est également très proche de rejoindre l'équipe de Tim Sherwood. La vieille dame s'intéresse à un gamin, Adrien Rabiot, le milieu de terrain de 20 ans du Paris Saint-Germain est dans le viseur de la Juventus. Selon les médias transalpins, les Bianconeri aimeraient se renforcer au milieu après les départs de Pirlo et de Vidal. Adrien Rabiot, en manque de temps de jeu à Paris, pourrait se laisser séduire par le projet du club italien. Mais les dirigeants de la Juve devront convaincre ceux du PSG, un club avec lequel Rabiot est sous contrat jusqu'en juin 2019. Et Gerson, et voilà, c'est tout pour ce soir. Samedi, Alfred Kolani animera une émission spéciale sur le football togolais avec ses invités à partir de 13h45. On sera au rendez-vous. Merci Claude, je vous offre une dernière image de sport. Vous allez le voir, c'est scène d'hystérie à l'aéroport de Montréal. Des dizaines de supporters de l'Impact, le club local, ont accueilli presque un héros, un certain Didier Drogba. À 37 ans, l'attaquant ivoirien, ancien joueur de Chelsea, a décidé de terminer sa carrière sous les couleurs de Montréal. Fin de cette édition. Votre soirée se poursuit sur la télévision togolaise. La météo juste après. Cléo Sabine Poko à suivre ce soir à partir de 21h le magazine Togo en vidéo. Un magazine qui lance les 42 ans de notre chaîne, de votre chaîne, la TVT. 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Lomé, dans ses banlieues, à Nairobi, au Kenya, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.